Édouard, merci d'avoir accepté cette interview. Bon, en même temps, je n'ai pas beaucoup insisté puisque. Mais je voulais qu'on discute de l'Ukraine, de Poutine, de Zelensky, puisque peut-être que ton positionnement sur ces questions, puisque tu les suis pour le courrier stratège, n'est pas toujours complètement clair pour les lecteurs, et ça me paraissait important d'avoir un moment où on clarifie ces choses, notamment parce que certains disent « mais vous êtes trop pro-Poutine, pas assez bidule ». Et donc je voulais te taquiner quand même un peu sur ces questions, et que tu nous expliques ton positionnement sur la question ukrainienne. Donc est-ce que tu penses que la Russie est victime dans ce conflit ou qu'elle est coupable? Ni l'un ni l'autre. Et pour l'expliquer, je vais commencer par dire où je me situe. J'aime bien cette question, enfin c'est un petit peu démodé, mais il y a un moment où chez les intellectuels parisiens, on disait mais d'où parlez-vous? Voilà. Alors ça se dit encore de temps en temps. Je vais expliquer d'où je parle. La première chose, c'est que je suis un historien du nazisme. Fondamentalement, c'est ça mon premier métier, c'est mon secteur de recherche, et j'ai beaucoup travaillé sur la guerre germano-soviétique. Et à ce titre, je pense que nous Occidentaux, ou nous Européens de l'Ouest, nous sous-estimons encore considérablement la manière dont l'Allemagne a mené, à cette époque, l'Allemagne nazie, une guerre d'extermination, et donc ce que ça signifie pour les soviétiques de l'époque, en particulier les Russes, mais pas seulement. Et il faut avoir un chiffre tout simple en tête, 27 millions de morts en Union soviétique du fait de l'attaque nazie de juin 1941, 27 millions de morts, c'est à peu près, à peu de choses près, le nombre de morts qu'avaient fait la Première Guerre mondiale Lénine et Staline réunis. Donc, l'Allemagne nazie a doublé le nombre de morts de l'Union soviétique. Donc il faut avoir ça en tête. Pourquoi? Ça pèse encore énormément sur la perception que les Russes ont aujourd'hui de l'attitude occidentale et de l'attitude de l'Ukraine. Puisque, d'abord, on oublie trop facilement que 1 800 000 Ukrainiens qui ont combattu dans l'armée rouge sont morts au combat. Et, par ailleurs, on sous-estime totalement... Sur un pays d'environ 40 millions d'habitants. Oui, un petit peu moins à l'époque, mais c'était ça. Et on sous-estime aujourd'hui complètement l'impact que peut avoir sur la mentalité russe de voir, par exemple, des miliciens, des paramilitaires défiler au flambeau en faisant le salut nazi avec des oriflammes qui sont ceux de division de la Waffen-SS. Ça, il faut pas, on ne peut pas prendre ça à la légère. Oui, il faut peut-être préciser qu'en fait, en France, du fait, je vais dire des choses horribles et interdites, mais du fait du régime de Pétain, finalement, beaucoup de Français ont été épargnés par les horreurs de l'occupation, quoi qu'on en dise, mais que ceux qui ont vécu comme les Ukrainiens, comme les Russes, les Soviétiques à l'époque, l'arrivée de l'armée allemande dans des conditions pas sympas, puisque l'opération Barbarossa s'appuyait quand même sur une vision raciale qui était moins sympa pour les Russes que pour nous, le traumatisme a été beaucoup plus important. Pour les Russes, pour les Ukrainiens, pour les Biélorusses, pour les Kazakhs, pour les gens de Crimée, etc. Parce qu'en fait, il y avait un projet raciste qui était un projet d'extermination. Il faut quand même le rappeler. D'ailleurs, aujourd'hui, je connais des Ukrainiens qui sont très choqués par la vision officielle du gouvernement Zelensky et qui se disent quand est-ce que tout ça va finir, parce que l'Ukraine, pour nous, c'était pas ça. Bon, alors, je connais bien l'Ukraine par ailleurs, puisque j'ai fait partie d'un projet de recherche historique, de collecte de témoignages sur ce qu'on appelle la Shoah par balle, la partie de la Shoah qui s'est passée dans l'ancienne Union soviétique, dans l'est de la Pologne, en Yougoslavie, qui n'était pas réalisée dans les camps d'extermination, mais qui était réalisée par fusillade. Le père Patrick Desbois, personnalité tout à fait extraordinaire, a fondé une ONG qui s'appelle YAD, et avec cette ONG, il a rassemblé des témoignages, aujourd'hui plus de 5000. Moi, j'ai eu la chance d'être un des historiens associés à ce projet dès le départ,
Et il se trouve qu'au départ, le projet a d'abord fait ses interviews en Ukraine. Et donc, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Ukraine. Et là, j'ai appris à connaître ce pays extrêmement attachant. Pourquoi ? Parce que les interviews, nous les avons faites dans les campagnes, nous les avons faites dans les petites villes. Et nous avons donc vu l'Ukraine profonde, si j'ose dire. Il faut dire que c'est très grand. Enfin, il faut rappeler L'Ukraine, c'est énorme. Si on avait le temps, il faudrait raconter ce que j'ai vécu en Galicie orientale, une région qui a été pendant longtemps dans l'Empire austro-hongrois, ce que j'ai pu voir beaucoup plus à l'est. La seule région que je ne connais pas bien, c'est Kharkov, mais ce que j'ai vu à Odessa, la Transnistrie dont tout le monde parle, je suis allé en Transnistrie. Bon, tout ça, j'ai vu à l'époque. Du sud ou du nord? Les deux, mon colonel. J'ai vu la complexité de ce pays. C'était pas le sujet de nos interviews. Nous interviewions des gens sur ce qu'ils avaient observé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Bon. Ce qui n'empêchait pas que quelquefois ils nous parlent des terribles années 30, de la famine imposée. De la découlakisation, de la famine imposée par Staline. Ce qui n'empêchait pas qu'ils nous parlent quelquefois de la période d'après la guerre, qu'ils nous racontent comment pour eux la perestroïka avait été un effondrement, ils n'avaient pas compris ce qui leur arrivait, etc., etc. Mais surtout, ce qui m'a frappé à l'époque, c'était que même à l'Est, dans le Donbass, dont on parle aujourd'hui, ou Zaporogie, Kherson, ces gens, à l'époque, vers 2005-2008, on va dire, ils étaient prêts à jouer le jeu de l'Ukraine. À l'Est, ils disaient « Nous aimons beaucoup les Russes, mais nous sommes Ukrainiens. » Et pour autant, ce qu'on sentait, c'est qu'avec la Révolution orange, qui a été une première ingérence occidentale dans la région, a fortiori avec Maïdan en 2014, eh bien, l'Occident a essayé de faire basculer l'Ukraine du côté occidental, alors qu'en fait, c'est un pays qui aspirait à quoi ? À la neutralité, à ne devoir choisir ni l'Occident ni la Russie, et qui, de cette manière-là, aurait pu devenir une nation. Et dès cette époque, je sentais qu'il y avait quelque chose de forcé dans la volonté occidentale de faire basculer toute l'Ukraine, et je me disais, sans deviner tout ce qui allait se passer, mais que ça pouvait ne pas bien finir. Et aujourd'hui, quand j'ai gardé des contacts, les gens à qui je parle, quand ils sont de l'Est de l'Ukraine, les mêmes qui me disaient on est prêt à jouer le jeu de l'Ukraine il y a 15 ans, aujourd'hui ils me disent on préfère la Russie parce qu'au moins ça sera clair. Bon. Donc je donne ces deux éléments, c'est-à-dire l'arrière-plan de la Deuxième Guerre mondiale et d'autre part ce que j'ai vu de la société ukrainienne, que surtout il aurait fallu laisser en paix pour faire comprendre que j'ai un regard effectivement très distancié par rapport à nos médias, à nos experts, à nos politiques, qui tout de suite se sont empressés de dire la Russie est à l'origine de tout le mal qui se passe, etc. Franchement, lisons le fameux texte de Brzezinski, Le Grand Échiquier, de 1997, dans lequel il annonçait que le projet américain, c'était de faire basculer l'Ukraine du côté occidental pour éviter qu'il y ait un empire russe. Bon, ensuite, j'ai pas à prendre parti. Moi, je suis français. Je pense que la France devrait avoir une position de neutralité absolue dans ce conflit. Elle n'a pas à prendre parti pour la Russie, elle n'a pas à prendre parti pour l'Ukraine, elle a à servir de médiateur. C'est ça. Et elle aurait à modérer l'Union européenne. Voilà ma position profonde sur le sujet. En fait, tu en dis plus que tu ne crois. Tu dis il y a l'Occident et la Russie. C'est quoi l'Occident ? Et pourquoi la Russie ne fait pas partie de l'Occident ? Alors, l'Occident, c'est une réalité effectivement historique. C'est l'Europe de l'Ouest, l'Europe catholique, puis l'Europe catholique et protestante, donc pas l'Europe orthodoxe, et qui a essaimé en Amérique du Nord, et aussi en Océanie avec l'Australie. Donc l'Occident, je pense que c'est une certaine conception de la liberté, de l'état de droit, de la démocratie, indéniablement, mais tout ça maturé pendant des siècles. Je ne pense pas que l'Europe soit équivalente de l'Occident, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Europe qui appartient à l'Occident, mais pour moi, et ça c'est aussi
D'où parlez-vous? Eh bien, je vais dire d'où je parle. Pour moi, il n'y a pas d'Europe sans la Russie. Ça, c'est... Mais est-ce que la Russie partage nos valeurs démocratiques? Est-ce que l'Europe se fonde seulement sur la question des valeurs démocratiques, qui est une question très occidentale? En tout cas, elle se fonde sur une certaine vision de l'individu, du rôle de l'individu. Oui, mais est-ce que la Russie est a priori opposée à ça? Est-ce que la Russie n'essaye pas d'aller vers la démocratie à plusieurs reprises dans les dernières décennies ou dans le dernier siècle, avec bien sûr des revers? Ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce que c'est que l'Europe? L'Europe, c'est une invention spécifique, avec le cardinal de Richelieu et quelques autres au milieu du XVIIe siècle. C'est une invention spécifique. À partir du moment où il n'y avait plus d'unité de l'Église, ce qu'on appelait la chrétienté, il y avait des catholiques, des protestants, l'Europe, ça a été un moyen de faire vivre ensemble des gens qui avaient des croyances religieuses différentes, étaient tous chrétiens, mais les croyances étaient nuancées. La Russie a fait partie de cet ordre. Ce sont des architectes italiens qui ont construit le Kremlin, par exemple. Et à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, la Russie veut faire partie de ce qu'on appelle le concert des nations, l'équilibre des puissances européennes. Et je pense que cette appartenance de la Russie à l'Europe est absolument essentielle, ne serait-ce que parce que, même si la Russie a été éjectée de la Première Guerre mondiale en 1917, la France n'aurait jamais tenu dans la Première Guerre mondiale sans l'allié russe, sans le front de l'Est. Et ensuite, on revient à la question que je traitais tout à l'heure. J'ai beaucoup d'admiration et d'amitié pour nos amis britanniques, américains. D'ailleurs, moi, si on me demandait si j'étais pas né français, j'aurais été un conservateur britannique. Mon grand modèle, c'est Benjamin Disraeli. C'est ça ma référence politique. Mais il n'empêche que, quoi qu'on pense, même si on admire Churchill, ceux qui ont abattu le nazisme, ce sont les soviétiques. C'est pas les bombardements systématiques de Dresde ou autres qui auraient fait plier le régime nazi. Ce sont les 13 millions de soldats soviétiques qui ont donné leur vie. Donc pour moi, c'est une composante absolument essentielle. C'est eux qui ont pris Berlin. C'est eux qui ont pris Berlin, mais c'est eux qui ont cassé la machine militaire, la Wehrmacht. C'était quand même un des plus redoutables outils militaires dans l'histoire. C'est eux qui l'ont cassé. Donc on ne peut pas faire comme si la Russie et les anciens pays de l'Union soviétique ne faisaient pas partie de l'Europe. D'ailleurs, le général de Gaulle parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. C'était une réalité historique. Oui, mais c'est tout le problème, Édouard. C'est que dans l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, il se trouve que l'Oural définit une petite portion du territoire russo-soviétique. Avec la capitale Moscou et avec Saint-Pétersbourg qui est l'ouverture sur l'Europe. Mais que fait-on de Vladivostok? Que la Russie ne soit pas seulement européenne, c'est vrai. C'est tout le problème. Mais en revanche, il n'y a pas d'Europe sans une participation russe. Et franchement, il y a une continuité géographique avec la Russie qui n'existe pas dans le cas des États-Unis. Les États-Unis sont de l'autre côté de l'Atlantique. C'est tout l'enjeu de l'ensemble eurasien dont parle notamment Medvedev, mais qui inspire la pensée russe d'aujourd'hui. C'est là que je voudrais qu'on ait une position française. Les Russes, qu'ils soient un Janus qui regarde vers l'Asie et vers l'Europe, mais ne les empêchons pas de regarder vers l'Europe. En août 2021, j'ai eu la chance d'avoir une discussion assez prolongée avec l'ancien chancelier allemand Schröder. Et Schröder m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il m'a dit les dirigeants européens ne se rendent pas compte que Poutine, c'est peut-être le dernier dirigeant russe qui tient autant à l'Europe. Or, tout est fait pour le repousser. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Schröder ajoutant, la jeune génération ne pardonne pas à l'Europe, et en l'occurrence à l'Union européenne, d'avoir été aussi méprisante après 1990. Voilà. Et donc il me disait, c'est tellement dommage. Alors c'était avant le conflit, c'était avant mais ça, c'est d'autant plus vrai après. Il me disait, c'est tellement dommage qu'il y ait cette attitude de rejet systématique vis-à-vis de Poutine, alors que c'est sans doute celui qui veut le plus signer un accord avec l'Europe. Une fois qu'on a dit tout ça, effectivement, je pense que la position
sur le conflit ukrainien doit être une position de neutralité. On n'a pas à prendre parti, on n'a pas à être pro-ukrainien ou pro-russe. On doit regarder les choses telles qu'elles se déroulent. Ensuite, il est vrai que ce qui est difficile dans le débat médiatique actuel, c'est que dès qu'on ne reproduit pas les communiqués de guerre ukrainiens, vraisemblablement rédigés par le MI6, on est accusé de reproduire les communiqués de guerre russes et on est accusé d'être poutinien. Moi, si je repars de tout ce que je disais, ce qui me frappe, c'est que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine n'était pas du tout inéluctable. Il y a eu, bien sûr, Maïdan. Alors, l'Ukraine est compliquée, c'est un pays où il y a beaucoup de corruption, il y a des clans d'oligarques, etc. Admettons même que Maïdan, c'était un changement de pouvoir dans des conditions assez curieuses, mais il y a un nouveau président, Poroshenko. Bon. Ensuite, il y avait les accords de Minsk. Mais contrairement à ce qu'ont dit les accords de Minsk, la France n'a jamais fait ce qu'il fallait pour les faire respecter, alors que nous en étions garants, pour les faire respecter par l'Ukraine. L'Allemagne non plus, d'ailleurs. Parce que Mme Merkel, aujourd'hui, se donne le beau rôle en disant « moi, j'étais plutôt modéré, d'ailleurs, j'avais raison, regardez, ça évitait la guerre, etc. » Mais la vérité, c'est que la politique allemande de cette époque, elle était fondée sur un équilibre des forces. Mme Merkel, qui était plutôt russophobe, et Gerhard Schröder, ancien chancelier, qui, par sa position au conseil d'administration de Gazprom et dans d'autres conseils d'administration, faisait que l'Allemagne ne basculait pas dans l'hostilité à la Russie. Mais Mme Merkel n'a jamais rien fait pour se mettre d'accord avec François Hollande puis avec Emmanuel Macron et pour dire « nous devons empêcher le gouvernement ukrainien de mener une guerre permanente contre les populations du Donbass, nous devons les obliger à respecter les accords ». Et d'ailleurs, à l'inverse, en Russie aujourd'hui, il y a des gens qui disent « mais pourquoi Vladimir Poutine a-t-il attendu 7 ans ou 8 ans pour aller soutenir, pour envoyer l'armée russe pour aller soutenir les populations du Donbass ?» Donc on voit bien qu'il y avait quelque chose qui devait être fait et la France ne l'a pas fait, pas plus que l'Allemagne. À partir de là, me semble-t-il, aujourd'hui on a un rapport de force qui est fondé sur une observation des réalités militaires. Joe Biden, dès le départ, a dit que les États-Unis n'interviendraient pas en Ukraine, qu'ils sanctionneraient la Russie, mais qu'ils n'interviendraient pas. Alors, ils interviennent indirectement par des livraisons d'armes. Personne n'est dupe. Tout le monde sait qu'il y a des conseillers militaires, que vraisemblablement... Que nous formons des soldats. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas de guerre directe, qui bien sûr mènerait aussitôt à l'escalade. Bon. Et une fois qu'on a vu ça, une fois qu'on a compris ça, il y a un rapport de force. Objectivement, l'armée ukrainienne, il est peu probable qu'elle l'emporte sur l'armée russe, surtout que l'armée russe a de la réserve, y est allée d'abord à 1 homme contre 3, puis aujourd'hui ça va être un rapport d'égalité, et puis la Russie a d'énormes réserves de missiles, de munitions, etc. Donc, quelle devrait être la position française dans cette affaire ? Et je regrette profondément qu'Emmanuel Macron ne tienne pas à ce que, vraisemblablement, au début, intuitivement, il se disait c'était la position française. La position française devrait être une position de médiation pour arriver le plus vite possible à un accord, d'autant plus que notre intérêt à nous, c'est que cette guerre s'arrête vite et que nous rétablissions des relations économiques avec la Russie, ne serait-ce que pour les raisons d'approvisionnement énergétique. Donc voilà en gros ma position. Peut-être que certains lecteurs trouvent que je vais trop contre le discours dominant dans les médias mainstream, mais c'est peut-être aussi parce que je ne reprends pas à mon compte un discours qui, premièrement, est fondé essentiellement sur les communiqués du ministère de la Défense ukrainien, dont je les lis, je les utilise, mais je les contrebalance avec d'autres choses, et deuxièmement, ne tient pas compte du fait que comme je le disais tout à l'heure, l'Europe c'est pas l'Occident. L'Europe est occidentale en partie, mais elle est aussi autre chose. Et de mon point de vue, il peut pas y avoir d'Europe sans un accord d'une forme ou d'une autre avec la Russie. Oui, Édouard, j'entends bien ce que tu dis.
Mais il y a en fait une question que les lecteurs se posent. Est-ce que Poutine, je vais la poser de façon simpliste et caricaturale, est-ce que Poutine est un mec sympa ou est-ce que c'est un dictateur? Est-ce que c'est la question? Oui, parce que pour beaucoup de gens qui pensent que l'histoire c'est comme une série Netflix, il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre, et il faut être du côté des bons et pas du côté des méchants. Est-ce que Poutine c'est un gentil ou un méchant? Alors, moi je n'ai pas de... En fait, c'est peut-être que le problème que nous identifions, c'est que je ne réfléchis pas comme ça. C'est-à-dire, si on me demande mon point de vue, oui, Xi Jinping, c'est pas du tout un gentil. Erdogan, j'aime pas du tout. Joe Biden, j'ai le sentiment qu'il a l'air gentil, mais il l'est pas. Poutine, je vois quelqu'un qui a repris en main un pays qui était à terre et qui a une conviction, c'est que la Russie ne peut pas passer directement à la démocratie libérale. Il le dit d'ailleurs dans un texte de 1999 qu'il publie au moment où il devient président. C'est un texte d'ailleurs qui est très respectueux de la tradition occidentale et conservatrice ou libérale occidentale, et où il dit notre pays, certes, pourrait s'orienter sur ce que sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais c'est l'héritage de plusieurs siècles d'histoire, et nous avons une urgence, c'est de reconstruire l'État. Alors, effectivement, une fois qu'on a dit ça, vraisemblablement, c'est difficile d'imaginer une démocratie libérale en Russie tout de suite. Bon. Moi, c'est vrai que, étant, de ce point de vue-là, souverainiste ou gaulliste, j'ai tendance à ne pas me préoccuper de la forme du régime avec lequel la France a des relations. Je déteste le communisme, je déteste ce que représente le régime communiste chinois. Je constate qu'en ce moment, la Chine contribue à une forme d'équilibre du monde, ne serait-ce que parce que elle soutient la Russie dans la guerre actuelle. Je déteste ce que représente pour moi Erdogan. J'ai aucune sympathie historique pour l'Empire ottoman et pour la tradition qu'il veut incarner ou faire ressurgir. Je constate qu'en ce moment, il est assez filou et que son ambiguïté permanente entre l'OTAN et la Russie est plutôt utile parce elle permet des désescalades lorsqu'il pourrait s'emballer très vite. Pour revenir à la question de Poutine, je dirais il faut d'abord demander aux Russes. Il semble que la Russie se soit redressée avec Poutine, et il semble que depuis le début de la guerre, il y ait, ça a été dit aussi par des instituts de sondage très anti-Poutine sur le fond, mais il y a une augmentation du soutien au président russe qui est passé de 65 à 80% dans la plupart des enquêtes d'opinion. À partir de là, ensuite, je considère aujourd'hui... La question, Édouard, c'est est-ce qu'indépendamment du soutien de la population à son président, est-ce qu'il y a des violations des libertés en Russie sous Poutine ou pas? Alors, premier élément de réponse, si je devais comparer le régime de Vladimir Poutine en prenant une référence historique, j'imagine que ça ressemble beaucoup à ce qu'était Napoléon III pour la France. Donc effectivement, je suis républicain, je suis pas sûr que Napoléon III, ça soit mon idéal, mais ça a quand même été un grand souverain français. Donc aujourd'hui, je constate qu'il y a un moment historique où vraisemblablement la Russie a besoin de ça. Ensuite, je suis très... Peut-être que je ne prends jamais position sur ce sujet parce que je suis très réservé. Nous sommes en République, mais nous avons un président de la République qui a ordonné des confinements de manière tout à fait arbitraire, sans aucun contrôle du Parlement, de facto. Le Parlement a voté ex post. Nous avons un président de la République qui décide d'envoyer des armes en Ukraine sans que le Parlement ait jamais débattu sur le fond du soutien ou pas de ce que devait être la position française. Je me tourne vers les États-Unis. On dira en étant modéré, mais je pense que les lecteurs du Courrier des Stratèges connaissent mes positions étayées là-dessus. Je pense que l'élection présidentielle de 2020
n'a pas fait l'objet d'un décompte honnête des voix. Donc, je suis effectivement assez sceptique lorsque je vois qu'on fait des reproches à la Russie, quoi qu'il y ait à lui reprocher, et qu'on oublie de balayer devant notre porte. Et si je réfléchis en termes d'équilibre des puissances, de facto, je considère aujourd'hui, alors peut-être que ça choquera certains lecteurs ou certains auditeurs, je considère aujourd'hui que les États-Unis jouent contre l'Europe, de facto. Je veux dire, le fait de nous priver de bonnes relations économiques avec la Russie, ça va contre l'Europe, contre l'Allemagne, mais contre la France aussi. Et je considère que la Russie n'avait aucune intention, de mon point de vue, mauvaise vis-à-vis de la France ou vis-à-vis de l'Allemagne avant de déclencher la guerre en Ukraine. Voilà ma position. Je vais continuer à te taquiner. Tu es allé plus loin, puisque dans les colonnes du Courrier des stratèges, tu as dit, tu as commis un article disant, en substance, Poutine incarne une forme d'idéal des conservateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense effectivement que dans le monde actuel, je vais le formuler autrement, dans le monde actuel, il y a un affrontement fondamental entre ceux qui pensent que les frontières ne servent à rien, que le marché peut finalement être confisqué par des grandes entreprises, par des intérêts qui ne sont pas des intérêts économiques d'ailleurs, qui sont des intérêts politiques, qui sont des intérêts transnationaux, qui sont des intérêts de la haute fonction publique internationale. Et en face, je vois effectivement que la Russie, avec tous les défauts qu'elle a, elle défend l'idée d'une nation souveraine et des relations internationales comme fondées entre des nations souveraines. Et personnellement, je pense que la meilleure protection pour l'économie de marché, c'est la souveraineté nationale qui évite les distorsions du marché par des facteurs non économiques. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, je pense que si l'on défend une position d'équilibre, si l'on défend une position conservatrice, de ce point de vue-là... C'est quoi le conservatisme ? Qu'on comprenne, parce que... C'est le conservatisme, c'est d'abord l'idée que l'État ne doit surtout pas intervenir dans tous les domaines, et en particulier pas dans les domaines économiques, de manière très limitée dans les domaines sociaux. C'est le principe de subsidiarité. C'est le principe de subsidiarité. Sociale de l'Église. Par exemple. Voilà. Et c'est d'autre part l'idée que les relations internationales sont fondées sur un équilibre des puissances. Et de ce point de vue-là, je pense qu'un conservateur se méfie de toutes les tentations impériales et il a tendance à plutôt mettre en avant l'idée d'un équilibre entre les nations souveraines. D'ailleurs, Trump, de ce point de vue-là, est un conservateur. Voilà. Donc c'est à ce titre-là que je n'ai pas d'objection effectivement à la vision du monde de Vladimir Poutine. Mais est-ce que dans cet esprit-là, tu ajoutes aussi ce que certains ajoutent, à savoir que, par exemple, le nombre d'avortements a fortement diminué en Russie depuis que Poutine est président? Alors, c'est un point important à rappeler parce qu'il y a un certain nombre de conservateurs américains qui, pour sauver l'idée que Poutine ne serait qu'une réincarnation de l'Union soviétique et donc pour soutenir quand même Joe Biden, ce qui est paradoxal quand on est un conservateur américain, disent les avortements n'ont pas baissé. Si, de fait, le nombre d'avortements en Russie a été divisé par 5. Mais quand on parle de l'avortement, on peut avoir un débat religieux, on peut avoir un débat philosophique, on peut avoir aussi un débat de réel politique. Alors religieux, tout le monde connaît par exemple la position de l'Église catholique. Philosophique, tout le débat porte sur l'idée de savoir quand un être humain est un être humain. Est-ce qu'il l'est dès la conception, dès la naissance, entre les deux, etc. Alors même les religions monothéistes ne sont pas d'accord entre elles là-dessus. Et puis... Même certaines fractions au sein d'une même religion monothéiste ne sont pas d'accord. Et puis, il y a la réelle politique. Je me mets à la place d'un
chef de l'État russe, la Russie est un des pays qui a le plus souffert démographiquement au XXe siècle. Première Guerre mondiale, communisme, et la réalité soviétique était effectivement... Deuxième Guerre mondiale, et la réalité soviétique était une réalité désespérante pour beaucoup de Russes, avec l'absence de croyance dans l'avenir, etc. Et de fait, objectivement, même si on restreint à la Russie, le nombre d'avortements qui peut exprimer un manque de foi dans l'avenir, l'idée qu'on ne va pas mettre au jour, donner le jour à des enfants qui dans un monde qui n'est pas fait pour eux, c'était une réalité. Le nombre d'avortements était très, très élevé à la fin des années 80 et dans les années 90 encore en Russie. Bon, voilà. Alors de fait, d'un point de vue de réel politicien qui se dit le talon d'Achille de la Russie c'est la démographie, Poutine a tout fait pour inverser la tendance. Sur le nombre d'avortements, c'est une réalité. Sur la démographie, c'est une réalité assez lente, mais depuis 2012, si je ne me trompe pas, il y a plus de naissances que de décès en Russie. Et je suis convaincu par ailleurs que les Occidentaux, les Européens de l'Ouest ne se rendent pas compte de ce qu'ont été les années 90 pour la Russie. Après la chute du communisme, en gros, on a expliqué aux Russes qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'adopter des recettes qui étaient des recettes imaginées à Columbia, à Yale, à Harvard ou je ne sais où, par des économistes certainement très savants, mais qui parlaient pas de l'économie réelle. Et le prix à payer pour la Russie a été très très fort. Enfin, il faut se rappeler qu'à la fin des années 90, l'espérance de vie pour les hommes était de 58 ans. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, Vladimir Poutine a inversé la tendance en une vingtaine d'années je trouve assez dilettante, assez léger de la part des Européens de l'Ouest et des dirigeants français en particulier de faire comme si ces facteurs-là n'expliquaient pas une adhésion à Vladimir Poutine d'une grande partie de la société russe qui lui reconnaît d'avoir redressé la Russie. Quand on parle de changement de régime, puisque c'est le grand rêve des Américains, c'est de renverser Poutine. Oui, mais pour mettre quoi à la place ? Yeltsin ? Un nouveau Yeltsin ? C'est-à-dire quelqu'un qui soit entièrement entre les mains de décisions qui sont prises ailleurs. Et puis, pour les Russes, Yeltsin, c'est le bombardement de la Maison-Blanche, celle de Moscou, du Parlement, en 1993, avec plusieurs centaines de morts. Je suis pas sûr que les Occidentaux fassent preuve d'empathie, et je regrette que les dirigeants de mon pays ne fassent pas preuve de plus d'empathie vis-à-vis d'une population qui a une toute autre perception des événements des 30 dernières années que ce que nous pouvons avoir. Bon, mais il y a une question compliquée quand même qu'il faut poser, Edouard. Supposons que, puisqu'on voit bien la dégradation progressive et on en voit bien la courbe asymptotique, hein, supposons que la France se retrouve en état de guerre avec la Russie, ce qui, de mon point de vue, tout le monde ne partage pas forcément cet avis, mais de mon point de vue est une probabilité forte dans un horizon de 12 mois. Tu seras de quel côté ? Alors, ma première façon de répondre, c'est que je ne suis pas convaincu que ça se produira, mais je prends au sérieux le fait que tu y crois, et à partir de là, je veux dire, je sers mon pays. Et donc, quelle sera ta position vis-à-vis de Poutine ce jour-là, et de la Russie ? Mais s'il y a effectivement un état de guerre entre la France et la Russie, je dois servir la France. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que la question sera posée par un président de la République qui, jusqu'à maintenant, n'a jamais consulté le peuple français sur les étapes allant vers la livraison d'armes, par exemple. Lorsqu'on envoie des canons César... Ce qui est une façon de faire la guerre à la Russie. Donc, tant qu'on ne m'a pas consulté, je considère que nous ne sommes pas en guerre et que j'ai le droit de critiquer cela. Si on déclare la guerre sans nous consulter. Et si l'on déclare la guerre sans nous consulter, ça sera un état de fait. Quand un pays est en guerre,
il n'y a pas de moyen de s'opposer à ça. Il y a une loyauté vis-à-vis de l'État. Entre nous, je donne pas cher d'une France qui se lancerait dans la guerre avec la Russie. Et je pense même pas au sous-équipement de notre armée. C'est un fait, malheureusement. Mais je pense plutôt au talent stratégique de ses dirigeants. Tu veux dire que même cause, mêmes effets. En 40, nous étions dirigés par des Brels et nous nous sommes fait rétamer. Je pense que, oui, c'est ça. Je pense que le dilemme dont tu parles ne durerait que quelques jours et qu'après ça, effectivement, la situation serait assez vite changée. Et on fera quoi après ? Plus sérieusement, alors c'est sérieux, je veux dire les débats, oui. mais je crois donc c'est très bien parce que comme ça les lecteurs du Courrier des Stratèges verront que nous avons peut-être un débat. Mais nous avons des débats. Et que ce qui fait la richesse d'un titre, c'est d'avoir des débats, voilà. Ne pas être monolithique comme dans la presse subventionnée. Moi, je vais donner ma vision des choses et puis effectivement. On verra bien à quelques mois qui a raison. Premièrement, je pense qu'actuellement, on a une montée en puissance de la Russie du point de vue militaire. On a un épuisement des capacités d'approvisionnement des États-Unis et de l'Europe, de l'OTAN, vis-à-vis de l'Ukraine. Et donc, vraisemblablement, l'issue de la guerre, elle est à 5 ou 6 mois, et les États-Unis n'auront pas d'autre choix que de négocier un compromis avec la Russie. S'ils ne le faisaient pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils entrent en guerre. Mais à ce moment-là, ça veut dire que très vite, on va vers une escalade nucléaire. Dans l'état actuel des choses, c'est un des points d'ailleurs que nous avons souligné dans le Courrier des Stratèges, dans l'état actuel des choses, il y a une profonde infériorité stratégique de l'Occident face à la Russie, de l'OTAN face à la Russie. Qu'on aime ça ou pas, je veux dire, on n'a pas à prendre parti, mais de fait, les armes hypersoniques rendent la Russie quasi invulnérable, qu'on aime ça ou pas. Donc, c'est ce qui fait que moi-même, j'ai tendance à penser que les États-Unis seront obligés au compromis. Mais je suis d'accord, et là je partage entièrement, nous écrivons les uns et les autres beaucoup là-dessus, je suis d'accord qu'il y a un aspect irrationnel, complet, c'est le fait que les États-Unis et l'Occident, visiblement, ne veulent pas du compromis, ne pensent pas qu'une guerre doit se terminer le plus vite possible, puisqu'elle a permis de mesurer des rapports de force. Et de ce point de vue, c'est ce que nous appelons le fascisme gris ou autre, on a plutôt une tendance à la surenchère et l'idée que on va pousser le plus longtemps possible, on va armer l'Ukraine le plus longtemps possible, on espère que la Russie se cassera quand même la figure, tout en constatant que la majorité des pays du monde souhaiteraient que la guerre s'arrête vite. Et de ce point de vue-là, oui, il ne faut pas non plus exclure l'idée que l'escalade puisse aller loin. Mais du coup, est-ce que ça ne sera pas essentiellement un conflit entre les États-Unis et la Russie ? Alors nous sommes membres de l'OTAN, mais nous serons des supplétifs dans ce conflit. Mais nous le sommes déjà. Nous le sommes déjà, de facto. Et l'Union européenne est dans l'Union européenne, il y a soit les courroies de transmission comme Ursula von der Leyen, soit les supplétifs soumis comme Olaf Scholz. Quand même, l'industrie allemande se voit privée de son approvisionnement en énergie bon marché et ne se révolte pas. Le chancelier allemand ne se révolte pas au nom de l'industrie allemande. Effectivement, l'Europe, au sens basique du terme, est tombée bien bas. Selon toi, l'Europe va être disloquée par cette crise ukrainienne ? Je pense que l'une des conséquences inattendues et non visibles actuellement pour beaucoup, mais réelles et déjà discernables de la guerre d'Ukraine, c'est que l'Union européenne a peu de chances de survivre telle qu'elle est actuellement.
je suis très frappé par le comportement des Polonais. Les Polonais qui s'appuient beaucoup sur les Américains. C'est d'ailleurs un lieu commun, une tarte à la crème des think tanks américains, de dire la vraie puissance amie des États-Unis, c'est la Pologne, c'est pas la France ou l'Allemagne, c'est la Pologne. Bon. Et ils sont poussés à la surenchère par les Américains. Or, de facto, ils créent des situations absolument intenables, ne serait-ce qu'avec l'Allemagne. Réclamer aujourd'hui 1300 milliards de réparations à l'Allemagne pour les dégâts de la Deuxième Guerre mondiale, on sait bien que c'est de la politique intérieure, on sait bien... Enfin, c'est quand même une sinistre farce dans la situation actuelle. Il n'empêche que ça existe, de facto. La Pologne ne se brouille pas seulement avec l'Allemagne, elle était dans ce qu'on appelle le groupe de Visegrad avec la République tchèque et avec la Hongrie et la Slovaquie. De fait, aujourd'hui, ce groupe de Visegrad n'existe plus, alors qu'il était censé défendre les valeurs conservatrices face à Bruxelles. Et puis, il va y avoir les facteurs mécaniques. Facteurs mécaniques, c'est est-ce que l'euro va supporter la crise, l'effondrement financier? C'est un sujet sur lequel, dans le courrier, nous avertissons nos lecteurs d'être prudents et de se garantir contre d'éventuelles turbulences très fortes, voire un éclatement de la zone euro. Et puis la France, avec son déficit abyssal, avec ses promesses sans fin de dirigeants pour essayer d'apaiser le climat social, etc. Oui, sauf que au moment décisif, quand l'Allemagne s'aperçoit qu'elle est en dépression, que son industrie est en train d'être cassée par l'énergie chère, et que il suffira pas de fabriquer des armes ou d'acheter des armes aux Américains pour s'en sortir. Est-ce qu'elle va vouloir maintenir la zone euro, etc. Donc moi, je suis convaincu qu'il y a de très forts facteurs de dislocation. Et puis surtout, l'Union européenne, c'était la paix. Et à partir du moment où l'Union européenne ne défend plus la paix, mais la guerre, puisque c'est le discours de Madame von der Leyen, c'est le discours de Joseph Borrell, je pense qu'une entité, un ensemble, une nation, une union de nations ne peut pas renier sa raison d'être sans que ça se finisse très mal.